Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Casimir, bonjour. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour à tous ceux-là qui sont déjà scotchés ce matin. Lorsque je venais, j'ai une pensée, n'est-ce pas, pour le pasteur Jean-Luc Yungu, Oui. n'est-ce pas, sa famille, et aussi pour tous ceux de la mission évangélique Source de Vie qui sont à l'écoute. J'ai pensé à eux lorsque je venais. Bonjour donc à vous. Oui. Je pourrais pas vous citer nommément, mais je dis comme ça bonjour à vous tous. Et également une pensée pour le pasteur Paul qui est du côté du Burundi, qui va nous recevoir certainement tout à l'heure. 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Voilà nos contacts. Vous pouvez nous faire signe pour nous dire bonjour ce matin. Nous serons très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission parce que tout à l'heure nous allons nous tourner du côté du Grand Nord où nous allons recevoir le pasteur Franklin Yebga. Il sera notre invité ce matin. Hein. Il est souvent notre panéliste, mais ce matin spécialement, il sera notre invité, Casimir. Oui, c'est toujours un privilège, n'est-ce pas, Oui. de savoir que lorsqu'un missionnaire se déplace, il est bien que nous sachions comment ça se passe là-bas. Oui. Et puisque il est aussi panéliste ici, il est important, n'est-ce pas, que les auditeurs sachent comment est-ce que la mission se déroule. Est-ce que tout se passe dans de très bonnes conditions? Est-ce qu'il y a des difficultés? Ou alors, est-ce qu'il est aussi très bien reçu là-bas de ce côté? Quelles sont les réalités qu'il rencontre là-bas sur le terrain? Oui. Il est important qu'on partage là-dessus. Et pourquoi pas revenir un temps soit peu sur le corona? Oui. Comment est-ce que ça se vit dans le Grand Nord? Je préfère le dire comme ça, à partir de la Damawa jusqu'à l'extrême nord. Certainement dans quelques minutes, nous l'aurons ici comme invité. Il faut dire qu'il franchira certainement pour N'Djamena, le Tchad, parce qu'hier, il nous envoyait quelques vidéos là où il se trouvait au niveau de Pousse. Oui. Et avec ce pont magnifique, extraordinaire, comme nous l'avons toujours dans nos pays. Des ponts, on dépense des milliards pour construire des choses qui ne servent à rien. Vraiment à rien. Alors qu'à côté, il nous dira tout à l'heure, hein, de quelques kilomètres, là, nous avons des petits centres de santé qui ont encore des matelas ou bien des lits. Je préfère dire extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment qui laisse à désirer. Pour ne pas dire aussi, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire qu'il laisse à Charlotte. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il laisse à désirer. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais nous voulons vous encourager encore ce matin avec ce petit texte que nous donnons comme ça pour méditation. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44, parlant de Jésus. Lorsqu'il fait face aux pharisiens, il y a une discussion très très chaude avec les pharisiens, très très chaude. Et Jésus leur dit, vous êtes de votre père le diable. Ça c'est une parole vraiment dure, Casimir. Vous êtes de votre père le diable. Et vous voulez faire les désirs de votre père. Il faut dire que Jésus parle comme ça à ceux qui se réclament être des descendants d'Abraham. Oui. À ceux qui se réclament être des connaisseurs, les gens qui maîtrisent la loi.
Parce que des pharisiens aux sadducéens, on peut dire que les pharisiens, c'est vrai que vous Dieu, on utilise le terme, on dit tu es un pharisien, on dit ceux de Maranatha sont des pharisiens. Mais lorsqu'on regarde au fond, les pharisiens étaient la secte, pardon. Bon, quand on va dire secte dans le sens où c'était un groupuscule, des personnes séparées, était la secte qui se rapprochait plus de la Torah que les autres, les autres sectes. Donc, Jésus leur dit que vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'est point demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants du père du mensonge. Beaucoup, ils sont nombreux, qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Surtout en ce temps de la fin. Qui trompent les populations. Qui trompent les personnes autour d'eux. Nous avons même les enfants du diable dans nos familles. Des parents qui sont des menteurs. Des enfants qui sont des menteurs. Ils disent qu'on a demandé 5 000 à l'école, Casimir, pour acheter la tenue, alors qu'on a demandé 2 000 francs. Ah oui. Certains qui disent qu'on a demandé 3 000, alors qu'on n'a rien demandé. Des enfants qui sont ingénieux au mal. Des super menteurs. Et l'apôtre Paul dira que dans les derniers temps, nous en aurons plusieurs. Et je veux dire, ils ne sont pas seulement au niveau de nos États, ils sont aussi dans nos familles. Oui. Mais faisons un tour avec le docteur Emmanuel et docteur Emma Jeans, Casimir, et écoutons d'autres enfants. D'autres enfants du diable. D'autres menteurs. D'autres meurtriers. Ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu qui dit qu'ils sont des meurtriers, qu'ils sont des menteurs. Casimir? Effectivement, ils sont des menteurs, ils sont fils du diable simplement parce que ils sont dans le mensonge et le diable étant le père du mensonge. Depuis pratiquement le mois de décembre, n'est-ce pas, nous sommes en plein dans un gros mensonge, un mensonge mondial, à savoir celui du coronavirus. On va dire cette fois-ci, permettez le néologisme, on va dire un mensonge. On y parle de pandémique, n'est-ce pas? Oui. Un mensonge génique. Et encore, ce qui est plus grave, n'est-ce pas? C'est en ce qui concerne l'Afrique, où on nous fait toujours croire qu'il y aurait un corona. Je ne parle pas de mon propre chef, n'est-ce pas? Je cite comme ça des spécialistes. Donc, si jamais on veut me convoquer quelque part, il faudrait qu'on aille plutôt voir ces spécialistes qui ont fait ces déclarations. Je crois qu'ils sont mieux outillés, n'est-ce pas, pour pouvoir répondre à cela. Donc, tout comme l'histoire du sida, où je cite ici Étienne de Ravenne, qui disait qu'il n'y a aucun problème de sida en Afrique, mais plutôt des soucis d'eau potable, de nutrition et bien d'autres choses qui sont... À côté de ça, il y a la tuberculose et bien d'autres qui font réagir des tests déjà qui sont faux. Revenons donc. Le coquille réagit. Revenons donc sur le cas du corona. Nous avons, n'est-ce pas, ce message qui nous a été envoyé par le pasteur Franklin hier. C'est toi qui as fait le montage, hein? Oui. Il dit, la preuve ultime que le Covid est un vaste plan prémédité, c'est-à-dire une pandémie. C'est quoi? C'est que le brevet des tests Covid-19 a été déposé par les Rothschild depuis 2015. Incroyable. Et des médecins commencent à témoigner, n'est-ce pas? Pas mal de décès liés à la grippe, cancer, problèmes respiratoires, voire même accidents domestiques ont été classés Covid-19. Avant d'arriver à cette vidéo, prenons un temps soit peu notre spécialiste qui a été invité ici récemment, le docteur Emma Jeans Lilo. Africain que l'affaire du corona là est fabriquée de toutes pièces par les Illuminati et n'a pas commencé aujourd'hui. Coronavirus, c'est déjà 666, je vous l'ai dit. Et Macron n'a cessé de le dire. Personne n'échappera au nouvel ordre mondial. Et nous arriverons au nouvel ordre mondial par l'intelligence artificielle, qui sera une sorte de vaccination. Alors il faut donc prendre une convention opérationnelle de vaccination identitaire pour y arriver. Et maintenant, c'est la première phase parce qu'il y a 3 phases. Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé, le banditisme international, voudrait tester le niveau d'obéissance des peuples, d'où l'exigence de confiner. Mais en tant que médecin,
pauvre médecin, depuis quand même 22 ans, ça veut dire qu'avant ces 22 ans, j'ai étudié, je puis vous dire que le confinement n'a jamais aidé un peuple à être délivré d'une attaque épidémiologique. Au contraire, en vous confinant, il existe ce que j'ai expliqué dans une conférence, l'inceste viral. L'inceste viral est capable de donner au système immunitaire de ne plus reconnaître l'ennemi. Comprenez-le. Tandis que le déconfinement, la circulation, crée une immunité collective. Donc par des divers contacts, et sachez que les microbes ne sont pas nos ennemis, c'est le terrain qu'il faut protéger. Le contact avec l'extérieur envoie des particules microscopiques en nous qui met constamment le système immunitaire en travail pour notre protection. Ça, je pourrais revenir là-dessus parce qu'il va falloir revenir à la vraie immunité et non les bêtises qu'on nous met aujourd'hui dans des facultés de médecine, transformant des médecins en agents très dangereux. Parce que je vous assure, même le fait de vous asphyxier là, avec les masques, c'est pour vous fragiliser. Ça fait 50 à 60% de votre gaz carbonique qui revient dans votre intérieur. Et pendant ce temps, vous faiblissez parce que l'énergie amplifiée ou bien gérée par une bonne oxygénation du corps n'est plus là du tout. Mais les médecins réciteurs de cours, malheureusement, ne vous en parlent pas. Toutes les résolutions qui sont prises là sont mauvaises. Comme ces fûts qu'on trouve là dehors, regardez, vous ouvrez un robinet dont vous déposez votre Covid, vous lavez les mains et qui ferme? C'est encore vous. Vous reprenez le Covid. Autant d'imbécilité qui démontrent qu'il n'y a pas eu concertation scientifique, mais une histoire politique décidée un certain jeudi. Le 12 mars en Belgique, et les Africains ont copié-collé dans une sorte de folie qui dérange même parce qu'il suffit de réfléchir comme le patriarche disait tout à l'heure pour comprendre qu'on imbécilise les gens. Donc 50 personnes, le virus se calme. En tout cas, j'ai vu dans les restaurants, tout le monde entre, il baisse. Il met en berne son masque. Ouais. Le Covid attend. Il mange d'abord. Après, il remet. Le Covid frappe. Des imbécilisations comme ça ne doivent plus exister. Et les gouvernements africains doivent consulter leur peuple. Ce n'est pas un ministre de la Santé ou un ministre, premier ministre, qui viendra s'adresser aux enfants, parmi lesquels les médecins, comme si nous sommes encore à l'époque où on va nous fouetter si on n'obéit pas au pouvoir. Qui doit nous rendre compte et doit nous consulter. On imbécilise les gens comme ça et le monde nous observe comme une Afrique idiote pour qu'une organisation mondiale de la santé vienne nous raconter les histoires. Il n'y aura pas de ces morts et que le laxisme de nos chefs d'État, de nos gouvernements, de nos autorités cesse. Sinon, le peuple prendra ses responsabilités. Je suis très d'accord avec lui. Hein. Je peux dire qu'il a fait comme une sorte, si je suis à l'église, une sorte de prophétie, n'est-ce pas? Il a déclaré qu'il n'y aura pas de ces morts. Et je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas eu ces morts. Nous avons eu Papa Raphaël ici une fois qui a témoigné, l'un des membres de sa famille décédé, je crois, issu d'un accident, et on a étiqueté Covid-19. Pasteur Duplex, essayons d'aller voir. Oui. Ça, c'était un Africain. Essayons d'aller voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté avec les autres médecins. Quand on reçoit en réanimation quelqu'un qui a, par exemple, je donne un exemple, qui a une leucémie, d'accord? Il va décéder de leucémie. Mais à partir du moment où il a des traces de Covid, on va dire quoi? Il est mort du Covid. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et comme ça, je peux vous en citer des dizaines et des dizaines. J'ai fait aussi des vacations en EHPAD. Il y a des personnes âgées qui décèdent et qui décèdent pas du Covid. Et ils sont constatés Covid. On veut faire mourir de faim un pays de 67 millions de Français car on a 5000 places en réa. Qu'a fait le gouvernement pour augmenter ces places? Rien. Oui, mais les hôpitaux et les cliniques privées, comme lors du premier confinement, sont au chômage technique. Il y a 115 000 places. D'abord, premièrement, tous les ans, à la même époque, automne-hiver, c'est un marronnier, journalistique, ça. Tous les ans, les réas sont pleines. Les couloirs des urgences sont pleins. Ça, c'est un fait. Donc, c'est pas Covid ou pas Covid, c'est toujours pareil. Ça change pas. Et en plus, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'on nous dit on doit faire un confinement pour éviter la surcharge du système hospitalier. On est d'accord? Oui. Mais ce qu'on nous dit de dire, c'est hospitalier public. Ah oui, et on oublie privé. Mais oui, encore une fois.
C'est quand même incroyable. On nous dit les hôpitaux sont pleins, etc. Mais les cliniques privées sont vides. Il y a 1000 Elles sont vraiment vides, les cliniques privées, là? 115 000 lits. Non, mais on va se réveiller. Parce que je vais vous dire, vous vous souvenez du premier confinement? La com, on envoyait des gens de Réa, au Luxembourg, en Allemagne, au lieu de les envoyer dans les trous privés à 50 km. Mais au premier confinement, Eric, au premier confinement, ça a été exactement pareil. On a reçu, je crois que le président des hôpitaux et cliniques privés ici, et il disait que pareil, on leur avait fait vider les hôpitaux, on leur avait fait annuler toutes les interventions chirurgicales qui n'étaient pas liées au Covid, à la Covid, etc. Et en fait, on n'avait absolument pas utilisé ces lits-là. Et j'ai l'impression que ça recommence. Combien de lits dans les cliniques privées, Eric? Il y a 115 000 lits, en gros, dans les cliniques privées. Mais vous imaginez le potentiel. Alors, il y a des mots, mais il n'y a pas d'actes. Donc, on pourrait déjà faire ça. Et puis au-delà de ça, il y a quand même... Mais comment vous attendez, Eric, on vous entend plus, là. On vous perd. Je crois, Pasteur Duplessis, que cette vidéo, cette sortie de ces médecins, répond à la préoccupation de l'auditeur qui nous a posé la question hier de savoir qu'en est-il donc de toutes ces statistiques que nous avons écoutées dans les différents médias. Je crois que ces médecins répondent à la question, à la préoccupation, n'est-ce pas, de cet auditeur. Je crois que Casimir, il faut qu'on court, si on peut souffler une conversation musicale, et on va directement aller à la recherche du pasteur Franklin. Pasteur Franklin, si on doit le localiser, certainement il a beaucoup de choses à nous dire. Oui. Comme nous vous l'avons promis, n'est-ce pas, nous avons déjà de l'autre côté le pasteur Franklin. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour, Casimir. Bonjour, Duplex de Seul. Bonjour à tous les auteurs de l'émission Maranatha. Oui. Voilà, ceux qui vont nous écouter sur les réseaux sociaux, parce que je constate ici que c'est une émission qui est publiée sur les réseaux sociaux. Lorsque je suis éloigné comme ça, en dehors des émissions que je reçois par théâtre, je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'émission. Oui. Yaoundé là-bas, donc c'est surtout par les réseaux sociaux que je vois la réaction. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Pasteur Franklin, ça fait pratiquement 8 jours que tu as quitté le centre, ou alors Yaoundé, et que tu es entré dans le Grand Nord. Comment est-ce que le voyage se déroule? Est-ce que ça a été facile, votre trajet? Bon, disons que je suis déjà un habitué, c'est peut-être le 50e, le 100e voyage dans le Grand Nord. C'est vrai que cette fois-ci, j'avais plusieurs options pour plusieurs pensées dans mon petit cerveau. Partant de Yaoundé, vous savez, nous avons créé Yaoundé, comme tu l'as dit, il y a 8 jours environ, vers 10 heures, ce qui était tard, parce qu'en général, quand nous venons dans le Grand Nord, il y a autour de 4-5 heures. Oui. C'est un très très long voyage. Il faut parfois 2 ou 3 repos. Le chauffeur doit se reposer, on doit peut-être chercher à manger. Mais cette fois-ci, nous ne sommes presque pas reposés. Le premier arrêt, on a dépassé directement Berton. Le premier arrêt, c'était autour de Garwaboula et quelques musulmans, parce que, vous savez, mon chauffeur est musulman, peut-être certains ne le savent pas. Et je le prends parce qu'il est plus disponible, il est plus... je veux dire, plus gentil, plus ouvert, plus professionnel. Souvent, il vient uniquement pour nous conduire et repartir dans son village. Alors, il a dû s'arrêter pour quelques minutes de prière, mais en dehors de ça, nous avons fait environ 14 heures de voyage pour arriver à Gaoundé vers 21 heures. Oui. Nous sommes perdus, on a failli se retrouver, je dis ça comme ça, peut-être du côté de Nigeria, parce qu'on était complètement égaré, c'est une barrière militaire. Mais on a même dû te taquiner ici, là, n'est-ce pas, en direct de Maranatha, parce qu'on s'était quand même posé la question, mais après tant d'années sur cette route, comment est-ce que vous avez fait pour vous égarer pendant pratiquement 45 minutes? Gaoundé est en chantier.
Ah oui. Il y a le carrefour partout. Je crois qu'on a goudronné la ville ou l'améliorer. Ce qui fait que les indications qui étaient données sur les plaques n'ont pas permis la nuit de bien nous diriger. Ah oui. À un moment, ils ont dit déviation à gauche, déviation à droite, Garoua par-ci, par-là. On a pris une déviation qui nous a conduit là où on a failli se retrouver. Tenez-vous tranquille. On n'a pas encore rechargé la voiture. Ça veut dire, on a mis le plan à Yaoundé. On s'est dit, je voulais voir la consommation de la voiture. On s'est dit qu'on devait compléter en Gaoundéré. Oui. Donc, vous craignez d'avoir une panne sèche. Dans une zone où il n'y a pas de maison, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de moto. On peut vous agresser sans que personne vienne nous secourir. Donc, c'est ça que je craignais. C'est ça qui a fait que quand nous sommes arrivés à Gaoundéré, même le chauffeur qui maîtrise la route, n'est-ce pas, on s'est trompé à cause de cette déviation, parce qu'il y a les travaux dans la ville de Gaoundéré. Nous sommes arrivés dans la Damawa, précisément à Kadmapété, qui est un village après la falaise de Gaoundéré, environ 50-70 km. Alors là, on devait avoir notre premier arrêt autour de 23 heures. Fatigué, ici en général, dans la plupart des villages, notamment même le sol. Parce que les gens n'ont pas de moyens, ils vous offrent ce qu'ils ont, quelquefois sur la natte. Et parfois, ça ajoute la fatigue, parce que le matin, vous avez l'impression qu'on vous a copieusement fouetté. Parce que vous n'êtes pas occupé. Déjà aussi, vous avez de très bons lits, de très bons matelas, parfois orthopédiques. Et vous retrouvez de dormir à même le sol. Je vous dis que c'est un véritable calvaire, surtout que je prends de l'âge. Quand j'étais plus jeune, partir du sol pour me lever le matin était moins compliqué. Mais aujourd'hui, partir du sol pour me lever le matin, c'est plus dur parce que j'ai un peu de l'âge, j'ai un peu de poids quand même. Et effectivement, pasteur Franklin, un auditeur qui t'écoute peut-être pour la première fois pourrait se poser la question de savoir pourquoi ce choix, pourquoi quitter le confort, n'est-ce pas, de Yaoundé avec tout ce qu'il y a comme ici. On sait qu'il y a de très grands pasteurs ici, il y a, je sais pas, des prophètes, des apôtres et tout le reste là. Et ils aiment rester dans leur confort. Pourquoi quitter Yaoundé, n'est-ce pas, pour aller vers ces églises où lorsque en fait vous prenez le chemin, vous savez déjà ce qui vous attend là-bas de ce côté, vous savez déjà que vous allez dormir au sol, vous savez déjà qu'ils n'ont pas assez de moyens peut-être parfois pour vous recevoir. Pourquoi ce choix, pasteur Franklin? Vous savez, ma épouse et moi, nous sommes des missionnaires. Des missionnaires ont fait la tâche. Un missionnaire aime aller là où les autres peut-être ne vont pas. Nous avons un cœur pour les hommes. Et déjà, il faut dire aux auteurs, nous croyons, moi personnellement, je crois à ce qu'on appelle l'évangile holistique. Ça veut dire que vous prêchez l'évangile du Seigneur et en même temps vous donnez nos moyens à manger aux gens. Oui. C'est la raison principale. Vous voyez, quand je viens ici comme ça, vous ne voyez aucun grand pasteur de Yaoundé. C'est pas seulement ici au nord, mais au sud. Il y a des villages très pauvres. Vous ne voyez personne. Il s'appelle prophète, là-bas c'est pour eux. Il s'appelle le grand directeur, c'est pas là-bas c'est pour eux. Vous n'allez pas les voir. Et quand ils viennent même, ils restent dans les grandes villes. Et je vous dis que dans les villages du nord, s'il y a un mot qui pourrait dépasser le mot misère, je ne sais pas, j'essaie de chercher en matière de pauvreté, je le trouverai et je le qualifierai. Moi je connais, je ne suis pas un ministre qui va, je le dis clairement, qui va au journal de 13 heures rabâcher les oreilles des gens, étant dans un grand bureau climatisé, une voiture climatisée. Je maîtrise le Cameroun. D'ailleurs, j'ai avec un ami journaliste qui fait les sons pour Radio Siantou. Oui. Je ne parle pas en l'air. Je vais de village en village, toute la parfois même je cause avec les chefs. Si je ne change pas d'avis, d'ici demain, je ferai un tour à Mokolo, la dernière église, pas à Mokolo, je vais dire à Koussiri. Je suis encore en train d'hésiter, je pourrais changer d'avis et descendre au sud. J'ai même décidé de faire, quand je dis ça encore, je suis en train d'étudier, de faire un tour à Mokolo. Où les gens, il y a des grands ministres de ce pays, où les gens s'alignent de 2h à 22h pour avoir 20 litres d'eau. Ah, effectivement, pasteur Franklin, ça, tu me prends comme ça, n'est-ce pas? Parce que la question qui devait suivre était celle de savoir quelles sont les réalités. Oui, c'était. Oui. Je te disais, je te demande en disant qu'est-ce qui me fait venir ici. Oui. L'amour pour les hommes, l'amour pour mon pays et le grand commandement que Jésus a donné. Je reste tranquille. Venir ici, c'est mon épouse et moi, d'abord que les auteurs réagissent, on distribue les habits, elle s'engage à prendre un ou deux, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais un ou deux enfants à qui elle va payer l'école, elle essaie de toucher ses frères à l'étranger, quelques cahiers. Vous avez des enfants qui écrivent carrément sur leur genou, non pas la simple ardoise. Vous avez des enfants qui
peux faire, je vous donne un exemple, je suis à Dorossou, c'est à la frontière du Tchad, juste à quelques mètres de Logone. J'ai des babouches que vous connaissez aussi, qu'on appelle sans confiance, n'est-ce pas? Dorossou, c'est environ à 1600 km de Yaoundé. Je me fais piquer, comment on appelle encore ça, au niveau de la babouche, les piquants là, hein, que vous connaissez. Ça transfère dans ma bouche et ça me blesse au niveau de la plaque du pied, quoi. Oui. Tout à j'ai mal, j'enlève la bouche et quelqu'un réagit, il dit, c'est tellement les enfants mal ici que leur plan de pied casse les piquants. Waouh. Moi, venant du sud, ça a traversé ma bouche et ça m'a blessé. Pasteur Franklin, oui, nous allons... Oui, donc c'est ça qui nous fait venir ici. Oui. Nous essayons d'aider, nous apportons les habits là, on peut le faire. Et on étudie aussi les problèmes d'eau, là on peut offrir des forages. Je rentre avec un paquet dans ma tête. Dans les prochains mois, on pourra construire 3 forages. Ça suppose que le pasteur Franklin peut-être et son épouse sont très riches pour pouvoir faire toutes ces réalisations? Nous ne sommes pas riches, oui. Loin de là. J'aime souvent appeler débrouillard, mais nous avons décidé d'utiliser nos relations. Oui. Parce que les gens, j'espère que les gens le savent, hein, le pasteur Franklin et toute son équipe que vous avez là-bas, Maranatha, a la grâce d'avoir beaucoup de relations à l'étranger. Il me présentait un besoin, par exemple, pour son pays, et quelqu'un peut être touché. Ça veut peut-être le Cameroun, je n'ai pas de valeur au niveau des églises. Mon États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays hein, qui n'ont peut-être pas de moyens, mon témoignage compte. Ça veut dire que si je dis, par exemple, en Ouganda, prenons ce cas de ce pays africain dans les églises, que Casimir n'est pas sérieux, les églises vont me croire, comme si c'était la parole de l'évangile. Oui. Aux États-Unis, dans les mouvements de sainteté, quand je présente un problème, je vous dis actuellement, moi je parle même au niveau de la voix de l'Amérique qui est dans le travail. Je connais avec le responsable de la voix de l'Amérique de l'Afrique centrale de l'Ouest. On a évoqué certaines vidéos que j'ai réalisées ici. Les gens me croient à la lettre. Aujourd'hui, des dizaines de centaines dans le monde, surtout le monde francophone, aujourd'hui me croient. Vous avez la lettre que vous connaissez, vous avez Delpine, vous avez Crève-Cœur, et ainsi de suite. Donc c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Ça fait que lorsque je présente un besoin, comme le problème d'eau ici, j'étais à Guidiba. Vous avez un village d'environ 7 à 10 000 habitants. Vous n'avez aucun point d'eau. Vous allez à un endroit comme Zira. Lorsque les femmes puisent de l'eau, elles ont le droit en saison sèche à 20 litres. Ou quand elles réussissent à puiser, parce que parfois c'est 10 litres, et elles doivent gérer 1 ou 2 litres pour se laver. Effectivement, ça m'amène, n'est-ce pas, à parler des différentes réalités que tu as découvertes là-bas sur le terrain, n'est-ce pas? Je ne sais pas si en quelques minutes, peut-être 1 minute, pour chacune des réalités. Nous avons vu le centre de santé de Zira, n'est-ce pas, qui a même fait la une, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Nous avons vu cet établissement où le directeur était pratiquement sous un arbre. Et puis il y a une autre réalité du côté de Pousse. Est-ce que en 1 ou 1 minute et demie, tu peux nous faire une économie de chacune de ces réalités? C'est difficile. Je vais commencer par où terminer. Ou je vais un peu commencer par Adamawa. Oui. À Karnapété, où l'école maternelle sous 2 troncs d'arbres. Finalement, c'est le chef qui est venu au secours. Il a appelé l'école maternelle la chefferie. Là-bas, les enfants s'asseyent sur le tronc d'arbres, les branches d'arbres. Il n'y a pas de salle de classe. Pourtant, il y a une dame députée là-bas qui a offert 20 tables, bancs, le bois blanc. Et elle a écrit son nom honorable tel comme les hommes même se glorifier. Qui pour nous au sud, avec tout ce qu'elle a comme million en tant que députée de l'Assemblée, offrir 20 tables, bancs, le bois blanc, ce sont des histoires. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Au sud, je crois que nos enfants, le continent, chacun peut offrir un banc et le bois blanc. Ça, c'est maintenant, si vous voulez que je monte au niveau de Zera. Oui. Zera, c'est environ 9300 habitants. Je n'ai pas les chiffres en tant que tel. Vous avez 3 points d'eau, un seul fonctionne. Et à côté de cela, vous avez le directeur qui est sous un arbre, qu'il appelle bureau pendant au moins 5 ans. Peut-être qu'il croit qu'il est à l'intérieur, pasteur Franklin. Parce qu'il a cessé de clamer qu'il est à l'intérieur, dans son bureau. Oui, mais j'avais les yeux écarquillés. Il appelle l'arbre son bureau, il est dans son bureau. J'ai fait un tour dans les salles de classe. J'ai rencontré l'infirmière aujourd'hui. Vous vous rendez compte que lorsque j'ai appris ici, le ministre Santé aurait dit, à un moment là où le ministère, que ce centre n'existait pas, c'est un centre qui est monté et descendu. Pourtant, c'est un centre intégré. Dans notre groupe, vous avez dans notre groupe, on attend le premier maire, le maire de Lagdo, que je connais très bien, qui a réagi pour préciser quel était ce centre, qu'il était même connu et intégré. Là-bas, les femmes accouchent sur des bambous. J'ai même le contact, la dame avec qui je cause. Depuis que cette vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux,
La dame a été menacée plusieurs fois. Il y a 2 jours, c'est le commandant de brigade qui était là menacé là-bas. On lui a dit qu'il fallait pas qu'elle m'ouvre le centre d'entrée, il fallait pas qu'elle me permette de filmer, il fallait pas qu'elle réponde aux interviews. Quelques jours avant, on envoie le chef du village par les photos. Il fait également l'intimider. Le responsable du district l'a appelé, lui dit qu'il fallait pas, qui sommes-nous, quelle est l'institution, n'est-ce pas? Vous savez, ici je représente 2 ou 3 institutions. En tant que pasteur, ça c'est d'un côté, oui. Et ensuite je suis quand même le superviseur de NB1. Donc il y a NB1 sur ma voiture, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas quand même dire que je n'ai rien à dire. Et oui, troisièmement, j'ai un ami qui est le rédacteur en chef de Radio Sianto. Donc voilà des choses qui peuvent me permettre de poser une question ou 2 questions. Je suis un missionnaire, je représente quand même une radio à Yaoundé qui aujourd'hui monte, qui collabore avec la VOA. J'ai un ami ici qui est le REC de Radio Sianto. Oui. Donc, à ce niveau, nous avons quand même le droit. Et en plus, nous sommes Camerounais. En tant que Camerounais, on a quand même le droit de savoir, parce que, excusez-moi le terme, oui, les gens qui ont des gros ventres en ville, qui se vantent pour rien, alors que les villages du Cameroun se meurent. Ne regardez pas ce qu'il y a dans des grandes villes, à savoir les 10 régions, n'est-ce pas? Allez dans les villages. Mais lorsque les gens n'ont pas d'eau à boire ici au nord, lorsque les gens n'ont pas, je veux dire, dans ces villages, lorsque les gens n'ont pas, je veux dire en passant qu'au nord, ça je vous donne une information, je la donne au ministre de la Santé et tous les autres là, 9,99 femmes accouchent à la maison. Et curieusement, Pasteur Franklin, elles accouchent mais par voix basse. Contrairement à nous au centre ou au sud, si on peut le dire ainsi, qui accouchent toujours par césarienne. 9,89 femmes accouchent à la maison. Oui. Quand vous entendez qu'un centre de santé comme celui de Zéra accouche 18 femmes par mois, sachez qu'il y a eu 180 accouchements au moins dans le village. Oui. Dans le village. Et la plupart de ces femmes-là accouchent dans la maison sans effort d'un infirmier ou quelconque. C'est souvent les grands-mères, les mères, ou les autres femmes qui viennent les faire accoucher. D'ailleurs, quelqu'un m'a appelé hier, Abdou de Guidiba, peut dire que sa femme a accouché à la maison et elle se porte bien. Et dans cette même zone de Zéra où il y a pratiquement 9000 habitants, il n'y a qu'un seul forage. Et lorsqu'on a écouté ce témoignage, il semblait que il s'aligne là à partir de 2 heures et parfois même il ne rentre même pas avec 5 litres d'eau, Pasteur Franklin. Et les femmes bagarrent, parce que vous savez, il faut quand même rentrer 1 ou 2 litres d'eau à la maison, les femmes bagarrent. La dame avec que je causais a dit qu'elle n'a pas de force bagarre, elle préfère rentrer. Oui. Et peut-être attendre. La raison pour laquelle j'ai pu convaincre le pasteur Franklin n'est pas riche, loin de là. Vous savez, si je n'aimais pas mon pays, si je me concentrais sur moi et ma famille, peut-être que je serais riche comme le duplex, j'aurais au moins un duplex. Oui. Pas duplex, les duplex sont en studio, vous êtes peut-être des faux duplex. Je parle de duplex maison, n'est-ce pas? Nous essayons d'utiliser nos moyens, nos relations que Dieu nous donne pour faire avancer notre pays. Nous faisons rester dans les groupes, on avait les gros cylindrés et des gros ventres, n'est-ce pas? Tous les jours dans la clim et prétendent être telle ou telle chose, comme la plupart de nos responsables font. Et nous touchons la réalité de droit. Si vous ne pouvez pas toucher la réalité de droit, vous n'allez pas présenter des besoins. Vous voyez, ça nous a amené, quand on a vu la situation de Zération, à aller voir le chef. Un forage qui fonctionne pour 9350 habitants. Je vous rappelle en passant que le Grand Nord est une région Cameroun qui a le plus grand nombre de ministres. Peut-être que vous le savez. Qu'est-ce que vous voulez? On présente les besoins. Nous sommes ici dans une situation où les gens n'ont pas d'eau. Vous savez, quand vous n'avez pas d'eau dans un pays, dans un village, vous avez 90% des maladies hydriques sont dues à l'eau. Vous avez la diarrhée, vous avez la fièvre typhoïde. D'ailleurs, l'infirmière le répétait tout le temps. Les gens sont régulièrement malades. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pasteur Franklin, aux gens. Oui. Pasteur Franklin, cette vidéo est presque devenue, je peux même dire qu'elle est devenue virale dans les réseaux sociaux. Et certainement, elle est arrivée aux yeux, aux oreilles du ministre. Mais qu'est-ce que ça te fait, Pasteur Franklin, de savoir que la vidéo a fait l'objet d'une récupération politique venant de certains mouvements qui veulent la déstabilisation, entre guillemets, de notre pays? Est-ce que le Pasteur Franklin ne sera pas est-ce qu'il ne sera pas peut-être taxé d'être quelqu'un qui s'élève contre le gouvernement avec ces vidéos qui présentent toujours le Cameroun d'une manière un peu désagréable? Qui peint le Cameroun en noir? C'est de ne pas me connaître. Si quelqu'un le dit, son problème. Oui. C'est évidemment son problème. Moi, je présente les faits pour pouvoir savoir. Ces gens-là, le CSD, que soi-disant partis politiques, ne font rien pour le Cameroun. Absolument, ce n'est pas des gens qui parlent à critiquer sans rien faire. Moi, je présente les besoins et je réagis. Par exemple, je rentre du Nord en annonçant à 3 villages, 3 populations, 3 forages reconstruits dans les 4 ou 5 prochains mois. Oui. Ce ne sont pas les annonces des députés. Non, ce ne sont pas les annonces des députés qui encore moins politiques. Qui cimentent les maisons et qui goudronnent les maisons. Qui goudronnent les maisons et qui cimentent les routes. Non, c'est pas.
D'ailleurs, je n'ai pas l'intérêt ici, je ne suis pas d'ici. Actuellement, je vous appelle de Maga où nous avons fait un forage, j'étais en fin mars. Oui. Quand vous voyez les gens alignés hier, je les regardais. Toute population confondue, Mousgoum, Bassa, musulmans, Kirdi, tous ces gens-là venaient puiser. Quelle joie j'ai dans mon cœur. Il y a le temps ici à Maga, je crois que un bidon de 20 litres devait coûter 50 ou 100 francs. Oui. Maintenant, on n'achète plus l'eau ici dans le quartier. Je suis à Maga, le quartier, je crois, musulman. Tout le monde vient puiser. Quelle joie j'ai dans mon cœur. J'étais à Sakdje il y a quelques... Sakdje. Oui, il y a quelques jours. Vous voyez un rang venir puiser l'eau. Le forage que vous avez offert, vous et vos amis, sans passer par le gouvernement qui ne vous accompagne en rien, qui s'en fout même de vous. Je dis que l'autorité s'en fout des gens comme nous. Parce que lorsque vous leur demandez les simples choses, qu'est-ce qu'on demande aux autorités? Nous, les papiers pour vous faciliter même de vous aider, de la tâche de vous aider. Même ça, ils ne font pas. Même ça, ils ne vous donnent pas. Vous voyez, vous êtes plutôt fiers d'avoir servi votre pays, d'avoir aidé les gens qui sont aujourd'hui sont en forme, qui puissent nous boire l'eau. Je regarde la qualité de l'eau, je suis émerveillé, comment je peux boire. Non, on peut sentir, Pasteur Franklin, on peut sentir ce zèle-là dans ta manière de parler. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de comment je veux dire ça. Tu es heureux de les voir, de voir ces populations. Mais le temps nous tient à la gorge, Pasteur Franklin. S'il te plaît, oui. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce pont que tu as envoyé hier? Nous avons aussi vu ce pont dans les réseaux sociaux, Pousse et Dorossou, ce pont qui, en principe, devait relier, je crois bien, le Tchad au Cameroun. Non, c'est pas le Tchad au Cameroun. Oui. Vous voyez, lorsque je parle du Sud, parce que les gens, parfois, des bavards, des perroquets, estiment que ce n'est pas l'évangile, soit de faire autre chose, j'abandonne ma mission. Lorsque je prie le Sud, j'ai appelé à faire, par exemple, 100 km, si vous voulez, 40 km d'un endroit de Maga à Dorossou. Et qu'un pont est cassé, il n'a jamais été construit. On a investi des milliards. Et combien de kilomètres, Pasteur Franklin? Pardon? Ce pont fait combien de kilomètres? C'est un pont de 800 mètres environ. Oui. 800 mètres, oui. Pousse est un village de plus de près de entre 50 à 100 000 habitants. Ici, quand on parle des villages, hein, c'est pas chez vous au sud, hein. Oui. Vous avez des villages de 15 000, 20 000. De Dorossou, par exemple, c'est un village d'environ 25 à 30 000 habitants. Oui. Vous allez maintenant à Dorossou, vous avez prévu peut-être, partant du sud, le carburant de peut-être 50 km, et il n'y a pas le pont n'est pas construit entre là où vous allez, et je sais pas, comment je vais dire ça, il n'y a pas de pont en fait. Et vous devez maintenant faire pour cela 400 km, ça veut dire que vous devez contourner. Vous devez passer par Maroua et arriver simplement à Pousse, voire Dorossou. Vous devez contourner de Magada. Magada, c'est le carrefour qui sépare ou qui vous voulez relier Maroua d'un côté et Yagua, 145 km. Vous comptez vous trouver en train de faire 400 km au lieu peut-être de 50 km. Vous comprenez que en tant que missionnaire, cela vous concerne. Ce n'est pas un problème seulement de simple évangile. Vous arrivez devant ce pont et peut-être vous devez rentrer. Oui. Alors voilà donc un pont qui a abandonné les populations pour traverser de l'autre côté. Vous devez payer 500 francs. Or, une voiture ou une moto, c'est compliqué de passer par une pirogue qui s'appelle Airbot. Complètement abandonné. Donc, ce qui fait que... Oui. Oui, Pasteur Franklin, ce pont était censé être livré après combien de temps? En tout cas, ça fait plus de 2 ans et demi qu'il a été abandonné. Oui. Il est là en plein air, ni voiture, ni vélo. Ça ne sert absolument à rien du tout. Il se trouve entre Pousse, qui est un village dans le maillot d'Anna, l'arrondissement de Maroua, depuis environ 2 ans et demi. Et maintenant, pour traverser le côté de Dorossou, vous devez payer environ 500 francs CFA pour aller de l'autre côté. Et les gens, certainement, connaissez le Cameroun, peut-être que dans leur papier, c'est déjà livré, on ne sait pas. Mais c'est terrible, ça fait mal. C'est comment on peut investir tant de milliards pour un pont qui n'est pas terminé, l'abandonner, alors la population souffre. Je ne peux pas vous raconter la misère qu'il y a ici, seul Dieu sait. Mais on fait notre travail, on fait ce qu'on peut hein, à notre niveau. Ah, je crois qu'on va toujours continuer de faire notre travail, Pasteur Franklin, comme ça. Nous allons continuer, nous allons toujours évoluer avec vous. Lorsque tu quittais Yaoundé ou alors tu quittais le Sud, nous avons pendant pratiquement 6 mois abordé un thème sur non seulement l'eschatologie, mais plus précisément l'arnaque du coronavirus. En fait, ça c'est en ce qui concerne le Grand Sud. Qu'en est-il du Grand Nord à partir de la Damawa ou certainement que vous avez abordé? En général, la population dans les villages ne se courant pas de grand-chose. Elle s'en fout d'ailleurs. Oui. Mais c'est dans des grandes villes. Et quand des grandes villes, c'est surtout dans des sociétés telles que Orange, oui, telles que MTN, où on vous impose ce gros dans la bouche. C'est pas, mais 99% des populations ici s'en foutent de cette histoire-là qu'on appelle, cette mascarade qu'on appelle coronavirus. D'ailleurs, une histoire ici que j'ai pu vérifier,
il y a une autorité, notamment un officier supérieur, qui est mort. J'ai causé avec sa fille, sa grande, sa sœur. Il y a quelque temps, elle dit que son frère était empoisonné et les autorités de Maroua ont écrit Covid-19. Ils sont actuellement en train de porter plainte. C'était, je suis un commissaire principal au divisionnaire. J'ai causé avec les membres de la famille. Ils cherchent comment porter plainte aux autorités de la région de l'extrême nord. Donc cette histoire a fait boum ici. Et la famille disait encore que leur frère était détesté de la jalousie et selon eux, il aurait été empoisonné. Ils ont attendu pendant longtemps pour qu'on étiquette, peut-être une semaine après, on étiquette Covid. Ils ont tout fait pour amener le corps au sud. Peut-être que la fille ou la famille écoutait parce que j'ai causé avec eux il y a 2 ou 3 jours. C'était ça, j'ai demandé qu'ils écoutent l'émission Maranatha. N'est-ce pas? Je leur ai conseillé actuellement dans le monde, même si ça pourrait peut-être ne pas aboutir, mais des milliers de scientifiques ont porté plainte dans des gouvernements. Vous avez peut-être mis ça dans à la mission là-bas, à cause de la mascarade du Covid. Je pense que lorsque nos autorités prennent parole, surtout au niveau du ministère de la Santé, ceux qui sont concernés doivent prendre note et si possible voir comment demain aussi, comment je vais dire, les gens préparent en Europe ce qu'ils appellent le tribunal Nuremberg, porter plainte à ces gens-là. Moi je leur ai conseillé, n'est-ce pas, de pouvoir dans les jours à venir, si ça n'aboutit pas, essayer de voir parce que il faut que ces gens-là rendent compte. Vous avez 211 milliards, c'est ce que j'ai lu quand j'étais au sud, qui sont versés au Cameroun. Vous avez des villages qui n'ont pas de salle de classe. Prenez 1 milliard. Si va aider le Cameroun à construire les salles de classe de forage, ça vous fait 200 forages environ, c'est pas pour 1 milliard. Oui. Vous avez peut-être 150 salles de classe pour 1 seul milliard, mais on vous verse 211 milliards pour aller peut-être convaincre dans des grosses voitures. C'est terrible ce que je vois dans notre pays. Bon, vous savez, peut-être que c'est ainsi que va le monde, mais en tant que prédicateur, on parlera, on verra ce que ça va donner. Ici, de façon générale, les gens n'ont que faire. C'est vrai qu'il fait déjà chaud ici, 40-45 degrés, avec votre mascarade de Covid de façon générale. Dans les grandes villes, oui, les sociétés coloniales comme Orange, oui, vous imposez l'argent là-bas, que comment avec le carburant, je suis capable de le tirer parce que je n'ai pas de masque. À Orange, un peu comme au sud. Pendant que nous abordons, n'est-ce pas, la sortie avec vous, Pasteur Franklin, il y a, je crois, depuis le mois de juillet déjà, on nous annonçait la vaccination de pratiquement 300 000 environ, ou 340 000 filles. Et avant que tu ne partes du sud, certaines personnes nous annonçaient déjà que cela avait commencé du côté du Grand Nord. Je ne sais pas si tu as quelques informations en ce qui concerne cette vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Bon, pas de temps, mais je vous raconte une anecdote. Oui. Je suis à Doulissou. Je ne sais pas de temps, on le permet. C'est pas que c'est vous qui m'avez réveillé ici. Je décide vraiment de dormir, surtout le matin. Oui. Il fait un peu froid. Je refuse même pas le téléphone. Mais quand tu m'as dit que tout à l'heure j'allais m'appeler, j'ai vu ton nom, j'ai pris. Donc je dis en passant que je suis en pleine église à Doulissou. C'est un grand village de plus de 25 000 habitants dans le maillot d'Anal. Je vois une jeune fille passer, elle est hémiplégique, je sais pas quoi. Oui. C'est quoi? Ça veut dire qu'elle a un côté paralysé. Oui, c'est une chose comme ça. Oui, enfin à peu près ça. Comme je connais déjà les conséquences des vaccinations aujourd'hui avec nos experts qui interviennent de ce que j'ai pu étudier et vérifier, j'appelle le responsable de l'église. Je lui demande, cette fille si elle est née dans de bonnes conditions. Il me dit oui, je dis oui parce que je suis sûr. Deuxième question, est-ce qu'elle a été vaccinée? Il s'appelle Babadi. Il me dit oui. Et c'est après les vaccins que son calvaire a commencé. Wow. Oui, avant, elle serait passée inaperçue sous mes yeux. Mais maintenant, connaissant ce que c'est les conséquences du vaccin, cette mascarade, cette histoire, j'ai dit en plein culte, je lui ai demandé, cette petite fille-là, elle était dans de bonnes conditions, il me dit oui. Quand elle était vaccinée, deuxième question, il me dit oui. Et c'est après ça que le vaccin a commencé, il me dit oui. Et le temps après, elle est tombée malade. Il demande où sont les gens qui vous ont vacciné. Ici, qu'est-ce qui se passe ici dans le Nord? Les gens vont dans les maisons, arrachent les enfants. Les agents du ministère de vaccination les obligent à se faire vacciner dans des villages. C'est une véritable bagarre. Et ici, les gens sont ignorants. Regardez, je leur ai dit qu'avant la vaccination, vous avez la population, la région la plus petite du Cameroun. Ouais, vous n'avez pas eu besoin de ces choses-là. Pardon? Justement, c'est la population, la plus grande population. Le Grand Nord, oui. Vous avez 9 femmes qui accouchent à la maison. Et ces enfants, ils sont robustes. Vous avez des géants de 2 mètres environ. Maintenant, donc, qu'est-ce que cela vous a apporté? Je vous dis en passant, dans la zone où je suis, ils ont été dans l'histoire du Cameroun ou l'histoire de l'Afrique, les plus grands guerriers qu'on appelait à l'époque les Sao. Effectivement. Je vous dis en passant, il n'y a pas de vaccination. Pourquoi aujourd'hui,
Vous avez des enfants partis avec la vaccination. Vous avez des enfants qui ont telle situation. Vous avez même plus de morts. Hein? Mais on se pose beaucoup de questions. Vous avez même moins de vaccins que nous ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les suit dans les maisons, on suit dans les champs. Il y a c'est un paradoxe ici. Hein? Et je parlerai même des enfants, des parents. Ils sont capables de payer l'APE à 1000 francs. On dans les maisons, arracher les poulets, arracher les marmites. Parce que les gens sont... Imaginez-vous que vous êtes capable de payer l'APE. Il y a tout à dire ici. Je ne vais pas prendre tout votre temps. Je suis embêté. C'est terrible. Pasteur Franklin, une anecdote, Pasteur Franklin. Hier, j'appelle un pasteur dans le Grand Nord et il me dit que ses enfants, on a chassé ses enfants de l'école. Je lui demande, mais pasteur, on les a chassés de l'école et ils payent combien? Il me dit, pour ceux qui sont à l'école primaire, la pension c'est 18 000. Et pour ceux qui sont à la maternelle, c'est 3 500. Mais pasteur, je tombais de nu. 3 500 et 18 000. Mais ce n'est rien pour nous qui sommes au sud. Je vous dis qu'il y a des gens ici qui ne voient pas 100 francs par mois. Regardez, je ne sais pas par où commencer. Je suis dans le maillot d'Anaï. Oui. Où il y a ce qu'ils appellent l'histoire, excusez-moi le terme, la bêtise qu'on appelle la cimerie. Parce que si vous êtes ici, vous appellerez ça bêtise. C'est une société de riz. Je vois qu'elle doit être une société d'État, c'est ça? Société d'État. Elle est supposée aider les populations. Parce que ici, l'agriculture se passe seulement en 3 mois. Parce qu'il y a 3 saisons de pluie ici. Une saison de pluie qui dure 3 mois. Donc quand vous ratez les 3 mois là, vous êtes mort pour toute l'année qui suit. Ça veut dire que vous n'allez même pas avoir un franc CFA symbolique. La semerie doit leur fournir ce qu'on appelle les engins pour pouvoir remuer le sol afin de semer le riz. C'est elle qui est propriétaire des terres. 1 quart, 2 quarts pour avoir le riz. Maintenant, la semerie n'a donné aucun engin cette année. C'est-à-dire qu'il fallait faire le riz. Ici, c'est la boue. De Maga jusqu'à presque Touroussou, c'est la boue. Il fallait donc creuser par les mains ce que les engins devraient faire. Nous avons un pasteur à Pousse qui n'est pas loin d'être, il ne voit plus. Parce qu'il fallait que la boue a touché ses yeux. Je parle ici de Daniel. Oui. Et c'est le cas de la plupart des populations ici. Vous travaillez dans la boue qui le tombe parce que les engins ne l'ont pas fait. Mais à la fin, n'est-ce pas, les oiseaux ont mangé tout le riz. Ici, en 2 jours, les oiseaux sont capables de terminer 1 demi-hectare de riz au sud. En 2 jours. Allô? Oui, nous t'écoutons. En 2 jours. Maintenant, donc, ils n'ont pas d'argent. Il faut peut-être 1000 francs pour envoyer les enfants à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'ils n'ont pas d'argent, les maîtres ici, c'est sur des maîtres bénévoles qu'on a. Ils entrent dans les maisons, ils arrachent les marmites, ils arrachent les poulets, pas qu'ils arrachent, parce qu'ils doivent être quand même payés. On les donne seulement du savon. Donc voilà comment les populations vivent ici, dans ce grand nord. Je ne parle pas des grandes villes ou des grands arrondissements. Je parle de la réalité que je n'invente absolument rien du tout. Donc voilà un exemple. Déjà, mais maintenant, la CIMRI vient, elle demande ce qu'on appelle la redevance, je ne sais pas quoi, qui est de 50, un peu comme un impôt. Alors qu'on ne ferait une population, ici, il y a une bonne liste cette année, il n'y a presque pas de récolte. Et quand vous ratez le riz ici dans la zone de Yagua, vous êtes mort. Quand je dis mort, vous allez misérer. Il vous impose d'avoir 100 francs CFA par mois. Et vous devez encore attendre l'année prochaine. Moi, je ne parle pas de l'exécutif, je ne parle pas du bureau. Le temps nous sert absolument à ce qui nous concerne dans notre mission. On aurait bien voulu qu'ils nous soutiennent, mais ils ne le font pas. Mais que ces gens-là qui sont dans les grands bureaux à Yaoundé, les grands ministères, qui nous laissent au moins travailler, on dit ce qui est vrai. On n'invente pas. Et je suis capable puisque moi je m'arrête dans les villages. Oui. Je m'arrête dans le village où je veux. J'ai mon véhicule. Et vous donnez 10 vidéos des villages par jour. Vous fermez la bouche à ces ministres qui parlent là-bas, notamment au niveau de la santé. Je peux le faire. Mais Pasteur Franklin, est-ce que tu ne serais pas en train de faire une campagne de désinformation? Désinformation, je suis en train de mentir. C'est ce que je voulais dire par désinformation. Je dis qu'on peut faire plus de fort. Le président n'est pas le seul qui doit travailler. Il faut que les ministres travaillent. Quelle désinformation? Au lieu d'avoir une maison climatisée à Yaoundé, et vous avez la grosse voiture, vous pouvez au moins aider à construire une salle de classe, ça coûte quoi? Une salle de classe, si vous voulez, si vous ne voulez pas, c'est 2 salles de classe autour de 5-6 millions. Je peux le faire. Je construis les églises à 5-6 millions. Moi, je peux le faire. Bonjour. Un forum, c'est autour 4 millions. La mercuriale, c'est 8 millions chez eux là-bas. En passant, Pasteur Franklin. Je peux le faire. En passant, Pasteur Franklin. Bonjour à la sœur F, qui n'est pas très loin de toi. Hein. Nous avons suivi sa voix tout à l'heure. Oui. Mais de l'autre côté, nous voulons savoir, est-ce que le message de l'évangile passe encore dans le Grand Nord, Pasteur Franklin? Quand les gens sont dans la misère et passent par les moments difficiles, est-ce que la parole de Dieu passe encore?
Est-ce que les gens n'ont pas plus besoin de pain que de l'évangile? Ils ont besoin de deux. Oui. Ils ont besoin de Dieu, surtout de l'évangile. Et l'évangile amène le pain. Au moins, ça amène l'espoir dans la misère. Oui. Dieu est venu pour des gens misérables, des gens abonnés par la société. Je vous dis, je vous surprends. Mon chauffeur est musulman. Oui. Il y a des villages où ils sont à la mosquée 6. Oui. Il est stupide de voir qu'il y a moins de musulmans dans le Grand Nord que toutes les autres religions, notamment les chrétiens et les animistes. C'est une information que je vous donne. On s'arrête du village, évidemment, nous étions à Zera, où il a fait sa prière avec le chef. À la mosquée, c'était 6, sur 9000 habitants environ. Et vous étiez combien à l'église? Bon, il y a plusieurs églises, nous étions peut-être une cinquantaine, mais l'église est autour de 100 à 110. Parce que vous savez, j'ai passé un peu de temps à visiter le village, voir le problème d'eau et autres. Là, ce qui je suis arrivé un peu à l'état, j'ai pris peut-être une vingtaine de minutes. J'ai repris la route. Parfois, il faut faire peut-être 2 heures par village ou peut-être une journée. Ça dépend parce qu'il faut rentrer au sud. Cette fois-ci, j'ai dit, voilà, c'est là pas long. J'ai des obligations qui m'amènent d'ailleurs à raccourcir le voyage pour rentrer dessus une semaine. Parce qu'en général, quand on vient, c'est pour 1 mois au moins. Donc, je vais un peu rentrer plus tôt. Je vous dis, moi, je donne ma vie pour mon pays à mon niveau. C'est le temps que vous donnez. Je dors à même le sol ici, sous les toilettes qui n'ont de toilettes que le nom. Et ce que l'on peut vous donner dans sa vie, c'est son temps. Actuellement, je suis avec ce bourgeois à Maga, en plein centre de Maga là. C'est le meilleur moyen, à mon avis, de prouver aux gens qu'on les aime. Vous donner leur temps et maintenant, selon la grâce, je vous donner les moyens pour pouvoir les aider. Et je me suis fixé jusqu'en février ou mars pour un peu au moins mettre 2 ou 3 fourrages ici. Sur ces paroles, Pasteur Franklin, nous allons vous dire, à toi et à ton épouse là-bas, merci, parce que ce que vous nous avez aussi accordé ce matin, c'est votre temps, parce que vous aurez pu être en train de vous reposer maintenant, parce que le voyage est encore long. Vous avez encore plusieurs autres localités à parcourir. Nous vous disons donc merci et bonne journée. Moi, je m'avoue et merci. Je veux une fois de plus ici, j'ai une grande pensée, une bonne pensée pour les auditeurs qui soutiennent l'émission. Moi, ça me fait plaisir de savoir que ils font pas seulement par la. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.